Est-ce que vous connaissez la promesse des conférences TED? Vous l'avez entendu tout à l'heure. Ideas worth spreading. Ça veut dire des idées, on peut traduire par des idées dignes d'être diffusées. Qui vont être diffusées en direct aujourd'hui via le streaming, et puis sur YouTube, et puis sur tous vos réseaux préférés. Et à chaque fois que ces idées vont être diffusées aux quatre coins du globe, elles vont toucher des gens, elles vont toucher les spectateurs, elles vont allumer dans leurs yeux une petite étincelle de rêve ou d'espoir. Et cette étincelle-là, la photographe, Véronique Cloître, qui va arriver dans quelques secondes sur scène, elle a tenté de les capturer dans les yeux des femmes qu'elle a rencontrées aux quatre coins du globe. Elle s'est même donné une mission, celle de les raviver, de les faire briller encore et encore pour qu'elles ne s'éteignent jamais. Bonjour, je suis photographe, captivée par l'humain. C'est beau un regard. C'est puissant un regard. Croiser un regard, même l'espace d'un instant, c'est comme voyager au cœur de l'être. C'est s'inviter dans l'espace de l'autre, entrer en communion avec lui. Mais pour photographier un regard, il faut de l'amour, il faut de la bienveillance et il faut du respect mutuel. Quand je pars en mission humanitaire, je photographie ces regards, car je veux que la photo sensibilise, soit vecteur de messages. Mais ici ou ailleurs dans le monde, combien de regards de femmes je croise, des regards de détresse. Les femmes et leurs enfants sont les premières victimes des discriminations, de la pauvreté et de la violence. Violence, violence. Ce mot résonne particulièrement en moi. Les femmes représentent donc la moitié de notre humanité, je dis bien la moitié, et on aurait une moitié de notre humanité en exil, en souffrance, en détresse. Et l'autre moitié, le masculin, les hommes, cette autre moitié, elle n'est guère mieux portante par résonance. Quand je vais sur les bidonvilles, combien d'hommes je vois, ivres morts, allongés à terre, le regard vide, perdu, impuissant devant de telles situations extrêmes. Oui, vraiment, notre monde vit un grand chaos. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler du chaos, je ne vais pas vous parler de ce désordre, je vais vous parler de ce qui va bien. Et ce qui va bien, ce sont toutes ces femmes dans le monde que je rencontre. Ces femmes, ici et ailleurs, qui osent dire stop à la violence, qui se relèvent, qui guérissent, qui co-guérissent. Ces femmes reprennent leur place de matrice, de protectrice de la vie, d'enseignante. Oui, elles transmettent de belles choses à leurs enfants. Elles mettent en place dans nos sociétés de nouveaux modèles. Ce sont celles que j'appelle les défricheuses d'une nouvelle humanité. Souvent, ce sont des femmes de l'ombre, mais ô combien efficaces. Elles sont en train de tricoter la terre d'une énergie nouvelle. Elles ont une arme pour agir, non violente, l'intelligence du cœur. Elles écrivent une nouvelle page pour l'histoire de notre humanité. En parlant de page, je veux vous montrer ce livre. Ce livre, il me suit partout, dans mes aventures, dans mes voyages. J'invite les femmes que je rencontre à y inscrire un message. Il est rempli des Écritures du monde.
C'est l'occasion pour toutes ces femmes de se relier aux autres, de découvrir les autres écritures. Si elles ne savent pas écrire, comme ces femmes en Éthiopie, elles dessinent. Le dessin, c'est leur signature. Mais elles ont la place dans notre monde. Et puis, je me souviens de Zora. Zora, quand je l'ai rencontrée au Maroc, elle venait de prendre des cours d'alphabétisation. Et elle savait écrire son prénom, Zora. Quand elle a écrit Zora sur ce livre, c'était avec une solennité, une émotion. Je m'en souviendrai toujours. N'empêche qu'elle a écrit son prénom. Il y a un message que je vais vous traduire. C'est celui de Binita en Inde. Binita, elle nous dit, si nous pensons, nous les femmes, que nous ne pouvons agir, alors le monde ne changera pas. Par contre, si nous pensons que nous pouvons avancer aux côtés des hommes, alors oui, bien sûr, le monde peut se transformer. Et c'est maintenant que nous, les femmes, nous devons aller chercher notre force, notre puissance, notre courage. C'est maintenant que le monde doit se transformer. Nous devons agir. Binita, je l'ai rejointe dans les montagnes de Darjeeling en Inde. Elle était une petite ouvrière très pauvre, analphabète. Elle travaillait dans des grandes exploitations de thé. Mais aujourd'hui, avec les femmes de sa communauté, elles sont autonomes. Elles commercialisent leur propre production au sein d'une coopérative de commerce équitable dont elles sont membres. Puis Binita est une leader. Elle a voulu créer un groupement d'entraide de femmes, Makmali. Elles ont mis en place des choses pour leur faciliter la journée, le quotidien. Donc bien sûr, une crèche, des consultations médicales gratuites ont lieu, un fonds de solidarité a été créé, et puis elles participent à des formations sur les activités génératrices de revenus. Tout le village se porte mieux, tous les enfants vont à l'école, l'harmonie revient. Aujourd'hui, Binita va former 2 villages voisins, 2 autres communautés qui veulent reproduire ce modèle. Quand nous nous sommes retrouvés un peu à l'écart avec Binita, je voulais qu'elle me parle de sa vie. Nous étions là entre femmes, naturellement installées en cercle, et nous l'écoutions. Elle avait un sourire magnifique pour parler de sa transformation. Puis à un moment donné, elle m'a regardée. Elle m'a dit « I love you, I love you ». Elle a raison, Binita. Pas besoin de traducteur. Le langage universel est bien celui de l'amour. Et puis, nous allons partir en Éthiopie. Je vais vous présenter Ousena, surnommée Mimi, l'ancienne exciseuse. Le message d'Ousena est clair. Elle a écrit dans ce livre « Il est impératif de donner la possibilité aux anciennes exciseuses de se reconvertir. Sinon, malheureusement, elles continueront leur activité. Ousena, je l'ai rejointe en pays Afar, au nord de l'Éthiopie. Sa grand-mère était une exciseuse de renom. Dans toutes les provinces, on venait rejoindre la grand-mère pour ce grand jour. Quand ce fut au tour de Mimi de prendre la relève, elle n'a pas pu. Trop de violence, trop de peur. Puis elle s'est loupée. Mais aujourd'hui, Mimi, elle est renommée pour toute autre chose. Elle a décidé, avec d'autres exciseuses, d'enterrer les couteaux. Enterrer les couteaux, cela signifie s'opposer à une tradition qui mutile, qui vole la dignité des femmes, qui tue aussi. C'est dire stop à ce crime. Et aujourd'hui,
Elle parcourt les villages, elle va à la rencontre des femmes. Il s'agit de lutter contre les mutilations génitales féminines. Ces femmes me diront, vous savez que c'est nous qui avons lutté en douce pour que la loi voie le jour. Quant à Mimi, elle a pu bénéficier, grâce à une ONG française, Ilalta, d'un programme, d'une formation. Aujourd'hui, elle est accoucheuse. Elle donne la vie, Mimi. Reprogrammation, transmutation. Et puis, je suis obligée de vous présenter le message de Roshni en Inde. Roshni a écrit « Il est temps pour nous, toutes les femmes, de nous célébrer, de nous honorer, d'œuvrer ensemble pour que partout le féminin soit relevé, pour que partout chaque femme puisse vivre dignement. » Roshni, je l'ai rencontrée à Netala, dans les contreforts de l'Himalaya. On m'a dit, elle est médiatrice, tu veux la rencontrer? J'ai dit oui, bien sûr, médiatrice en Inde, c'est exceptionnel. Quand je suis allée la rejoindre, elle était là avec quelques voisins et son mari. Je l'interroge, je lui pose une première question. Et à ma grande surprise, le mari, un peu agacé par tant d'agitation et d'intérêt provoqué par sa femme, répond à sa place. La situation est embarrassante. L'étrangère que je suis, pour ne pas heurter la tradition millénaire, va alors, avec beaucoup de précautions, beaucoup d'amour aussi, demander à cet homme de bien vouloir laisser parler sa femme. Ce qu'il va faire. Roshni va alors relever la tête, les yeux brillants. Elle va nous parler, bien sûr, de son rôle de médiatrice dans la communauté, de sa place de femme en Inde, mais surtout, elle va nous parler de ses rêves. Elle aimerait tellement voyager, Roshni, aller rencontrer d'autres cultures. Je regarde le mari, il ne bouge plus, il a la tête baissée. Il a la tête baissée parce que dans ses yeux, il y a des larmes. Les larmes d'un mari qui finalement n'a jamais entendu parler sa femme de ses rêves et qui réalise oh combien sa femme est digne. Roshni, elle a osé s'affirmer au sein de son couple et au sein de sa communauté. Quand je suis en France et que j'anime des ateliers pour les femmes, je prends ce petit livre avec moi. Ce jour-là, nous sommes en janvier 2017, je suis au centre d'hébergement d'urgence de la ville de Moulins. Il y a Elena. Elena est macédonienne. Je photographie souvent Elena. Elle participe à toutes les activités, elle rit beaucoup. Mais en fait, je ne sais pas vraiment qui elle est. Personne d'ailleurs non plus. Ce jour-là, Elena est avec d'autres femmes. Nous allons créer une exposition photo pour le 8 mars, journée du droit des femmes. Je n'ai aucune idée de ce que nous allons produire, co-créer, mais je leur fais confiance. Je tends le livre d'or, chacune le parcourt, l'ouvre, se remplit des écritures du monde, me demande le sens des messages, se relie aux autres femmes dans le monde. Puis, je crée un espace de bienveillance. J'allume une petite bougie. J'invite alors chaque femme à accueillir sa voix, sans jugement, avec amour. Je les invite à parler. Je les invite à mettre des mots sur ce qu'elles ont vécu. Je les invite surtout à mettre « je »
en début de chaque phrase. Je, c'est moi qui suis victime. Je reconnais ma souffrance et aujourd'hui, j'ose l'exprimer. Toutes, tour à tour, vont prendre la parole. La première, Fatoumata, est sénégalaise. Elle nous dira « J'ai été mariée de force très jeune. Ma belle-mère m'a mise en esclavage. J'ai vécu l'enfer. J'ai dû fuir. Ma fille a 14 ans. Elle est restée au pays. J'ai peur qu'on la marie. » Elena, elle, ne parle pas. Elle est étrangement silencieuse. Parce qu'il s'agit de parler d'elle. Elena ne sait pas parler d'elle. Quand elle va prendre la parole, la voix étranglée, elle nous dira « J'étais une bouche de trop à nourrir. Ma mère était violente. Elle m'a prostituée. Elle m'a fait épouser un homme que je n'aimais pas alors que j'étais amoureuse d'un jeune homme. J'ai fui. Mes 2 enfants sont restés au pays et aujourd'hui on leur dit que je suis morte. Je voudrais tellement, tellement qu'ils sachent que je suis en vie ici en France. Durant mes ateliers, nous associons l'image à l'écriture. Alors, l'écriture, c'est répondre à ce message. Je leur pose cette question. Toi, en tant que femme, qu'as-tu envie de transmettre au monde ? Toutes répondront. Lorsqu'elles répondent à ce message, elles se reconnaissent appartenir à notre grande humanité. Elles s'affirment, elles se positionnent. Puis bien sûr, il y a l'image, la photothérapie, pour travailler l'estime de soi, la confiance en soi, la relation à soi et bien sûr la relation aux autres. Alors je les photographie. Je les photographie encore et encore jusqu'à ce qu'elles se trouvent belles. Ces femmes ne se sont jamais vraiment regardées. Je les invite à se trouver belles dans leur beauté intérieure. Je les photographie jusqu'à ce que je vois la flamme, la lumière dans leurs yeux. Puis bien sûr, il y a des silences. Ces silences, ils sont importants, nous les respectons. Puis il y a des morceaux de vie qui me sont confiés. Alors, je m'engage à être leur voix. Je m'engage à ce que leur portrait voyage, circule. Je m'engage à ce que leur portrait reprogramme notre inconscient collectif, reprogrammer notre inconscient collectif. Non, non, une femme n'est pas une bouche de trop à nourrir. Non, une femme n'appartient pas à son mari. Et bien sûr, une fille a besoin d'être éduquée. Non, une femme n'est pas un objet sexuel. Et non, non, une femme qui a été violée ne l'a pas bien cherchée. Nous sommes le 8 mars 2017. C'est le vernissage de leur exposition à Moulins. Les journalistes sont là, le public aussi. Toutes prendront la parole. Elles ont préparé ce texte. Nous avons fui la guerre. Nous avons fui la maltraitance et la violation des droits humains. Nous n'oublierons jamais nos blessures. Car nous avons été atteintes dans notre féminité, dans notre dignité, dans notre maternité. Mais aujourd'hui, tout ensemble, nous avons décidé de ne plus nous taire. Nous avons décidé de dénoncer les violences faites aux femmes dans le monde. Nous avons décidé de dire stop à la violence. Nous avons décidé de rejoindre ce grand mouvement des femmes du monde qui osent sortir du silence. Nous voulons que partout
où elles naissent, une fille ait le droit de vivre. Une fille ait le droit d'être éduquée et une fille ait le droit de choisir son mari. Le travail de co-guérison a commencé. Elles ont mis des mots M-O-T-S sur leurs mots M-A-U-X, des mots, des drames qu'elles avaient enfouis au plus profond de leurs cellules, de leur corps, de leur ventre. Elles ont osé mettre des mots sur leurs mots. L'une d'elles me dira « Je kiffe trop les femmes du monde ». C'est en se projetant dans ces morceaux de vie des femmes du monde, mais surtout en s'identifiant à leur reconstruction, à leur force, qu'elles ont à leur tour, elles aussi, osé. Quelques jours plus tard, les accompagnateurs du centre me diront « Aujourd'hui, elles sont plus calmes, plus solidaires, elles parlent volontiers entre elles, elles se soutiennent. Elles ignoraient simplement que leur drame, leur histoire, était malheureusement celle de nombreuses femmes dans le monde. Puis ils me demanderont quel est ton secret ? Comment tu fais pour les faire parler ? Je réponds un peu amusée, mon secret c'est une bougie, un briquet. Il y a des années, moi aussi j'ai été victime de violences. Dans un milieu où ce genre de choses ne se raconte pas. Alors, il faut faire semblant. Seulement, à force de faire semblant, on s'identifie au semblant. Je me suis perdue, anesthésiée. J'étais comme spectatrice de ma propre déchéance. Il y avait bien une petite voix qui au début me disait « Hé, c'est pas la vie pour laquelle tu es né, et c'est pas toi ». Cette petite voix, elle se faisait de plus en plus silencieuse. Jusqu'à ce qu'un jour, un ami prenne un briquet, mette cette flamme devant les yeux, me dise « Tu vois cette flamme, dans tes yeux, elle est en train de s'éteindre. N'attends pas qu'elle soit plus pour agir. » Alors, aujourd'hui, j'allume la flamme, car je veux que cette même flamme guérisse les femmes, réveille le regard des femmes. Je veux leur donner cette force que j'ai trouvée. Puis une juriste me dira « Vous êtes victime. » Waouh, victime. Ce mot était comme un électrochoc. Mais il m'a, sans nul doute, permis de sortir du déni. Ce jour-là, je m'en souviens très bien. J'ai dit à l'univers, je vais m'en sortir et j'irai aider les femmes dans le monde. Quand le moment fut juste, l'univers m'a retourné cet engagement. Quand une femme se guérit, c'est l'humanité entière qui se guérit, qui se relève. Merci s'il vous plaît, encore plus d'applaudissements pour Véronique et pour cette belle étincelle d'espoir. Alors, je crois en plus que tu as une expérience un peu particulière à nous partager, un petit mot à adresser à quelqu'un. Oui, donc à Fatoumata, Helena, dont je vous ai parlé, qui nous regarde depuis Moulins en direct. Et je voudrais qu'on les applaudisse très fort, parce que c'est elle qui mérite. Ouais. Bravo, merci beaucoup Véronique, merci. Et c'est ainsi que se termine cette première partie. Il est l'heure de faire une petite pause, nous en avons tous besoin. On reprend à 16h pile, donc il est temps de sortir, de prendre vos petites affaires. Gardez bien vos tickets. Voilà, normalement vous allez avoir des contre-marques, mais ne les perdez pas, on ne sait jamais.
Et puis, si vous avez des petites choses, ne ramenez pas à boire et à manger dans la salle, s'il vous plaît. On se retrouve donc à 16h tapante, donc venez un petit peu avant et en streaming, ça continue pour vous. Il y a des petites surprises qui sont spécialement dédiées à votre intérêt. Voilà, à tout de suite. Merci.